Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvellevipro.fr. Salut à tous, on est parti pour un nouvel épisode dont le thème va être l'intuition. Alors pourquoi l'intuition ? Tout simplement parce que j'ai récemment découvert un livre qui traite de l'intuition, de comment l'utiliser, d'où vient-elle, comment s'en servir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, très à propos par rapport aux questions qu'on se pose sur 42 minutes. Et je me suis dit, avec un peu de chance, l'auteur de ce livre, Alexis Champion, sera peut-être d'accord pour nous partager ses tuyaux, son expérience, et aussi nous parler de l'Iris, qui est l'entreprise qu'il a fondée, dédiée à l'intuition. Voilà, j'en dis pas plus, c'est un épisode un peu long, mais il y a beaucoup à dire et c'est très intéressant, vous verrez. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. Si vous voulez retrouver le fichier MP3, si vous voulez retrouver la fiche détaillée avec les exercices que nous donne Alexis, je vous donne rendez-vous sur 42 minutes. Et sans vous faire attendre plus longtemps, je vous souhaite une très bonne écoute et un bon épisode. Bonjour Alexis, très heureux de te recevoir ce matin. Bonjour Alban, merci. Tu es là pour nous parler d'intuition et aussi de comment appliquer tout ça au fait de trouver sa voie et éventuellement de se reconvertir ou pas, mais de trouver la vie professionnelle qui nous convient bien. Donc merci encore de prendre ce temps avec nous, je pense que ça va être passionnant. Je te laisse nous raconter qui tu es et puis comment tu en es venu à travailler sur l'intuition. Alors moi, je suis universitaire de formation et de début de parcours professionnel. J'ai un doctorat en informatique, plus spécifiquement en intelligence artificielle, en intelligence collective, comme on dit. Voilà, ma thèse était sur l'émergence d'une intelligence humaine et de simuler ça, de simuler des intelligences d'individus. En l'occurrence, c'était des conducteurs dans un trafic routier et de faire émerger du trafic routier. Et dans ce travail, il y avait de l'humain, il y avait de la perception, il y avait de la prise de décision, il y avait de la créativité. Voilà, donc il y avait un pont entre l'humain et puis ce qui est artificiel, quoi. En fait, tu construisais des modèles, c'est ça ? Ouais, je construisais des modèles. Ceux qui connaissent un peu, ça peut leur parler. Je travaillais avec la théorie des jeux, par exemple. Je travaillais dans le monde de ce qu'on appelle l'intelligence distribuée, les systèmes multi-agents, sur les insectes sociaux aussi, par exemple. Voilà. Donc il y a ce faire émerger des comportements intelligents à partir d'individus qui sont eux-mêmes intelligents, mais moins que le collectif, on va dire, et pour répondre à des problématiques qui sont complexes de collaboration, de coopération. Voilà, le trafic routier, c'est ça en fait. Donc ça m'a fait m'intéresser. Moi, ce qui m'intéressait clairement depuis toujours, c'était l'informatique, mais ça m'a fait m'intéresser vraiment à comment fonctionne l'humain dans sa perception et sa prise de décision au niveau cognitif et aussi physiologique. Parce que quand on conduit, par exemple, il y a du kinesthésique, il n'y a pas que de l'image, donc il y a du sensoriel beaucoup. Donc ça m'a fait prendre contact avec ces champs-là et avec des chercheurs qui sont dans ces domaines-là. Ça peut être des psychos, ça pouvait être aussi de l'ergonomie, voilà. Alors après j'ai travaillé dans le monde de l'informatique, dans la R&D. Après j'ai basculé dans les études. J'ai basculé, j'ai toujours fait de la maîtrise d'œuvre, donc du développement logiciel. J'ai fait de la maîtrise d'ouvrage, donc j'ai basculé de l'autre côté, on va dire. Puis j'ai dirigé des projets de plus en plus gros, donc j'ai basculé petit à petit du monde de la recherche au monde de l'entreprise classique, on va dire, des petites boîtes, des grosses boîtes, avec des petits projets et puis des gros projets. Notamment, j'ai passé plusieurs années à travailler pour des diverses directions de la SNCF par exemple, ou pour la voirie de la mairie de Paris, enfin des choses comme ça. Toujours dans une optique de travailler sur des flux, sur des modèles d'optimisation par l'analyse, ouais. D'accord. Ouais, alors ça pouvait être plein de champs différents au fil des années, mais c'est toujours ce noyau, effectivement. Ouais. Et puis, en parallèle, depuis tout gosse aussi probablement, je me suis intéressé à qu'est-ce qu'on savait scientifiquement des capacités
de la conscience. On va pas définir ce que c'est que la conscience parce que rien que ça fait on est dépassé là. Voilà. Mais bon, on va laisser chacun et chacune se donner sa propre définition et ça ira tout à fait. Donc voilà, je me suis intéressé toujours aux aspects, voilà, qu'est-ce qu'on sait scientifiquement, quels sont les protocoles scientifiques concernant les capacités de la conscience de l'être humain ou des animaux, etc. Donc j'ai mis mon bras là dans quelque chose qui allait me happer au fil des années et des décennies. Et puis il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai envoyé un email en fait. Alors dans le monde, il y a à peu près 40 labos et chaires universitaires. Alors peut-être un peu plus maintenant parce que ça fait 10 ans que je dis ça, mais qui s'intéressent à ces sujets-là et spécifiquement aux capacités de perception intuitive. Et en France, il y a un institut qui s'appelle l'IMI, qui est à Paris, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui a une centaine d'années, donc c'est un vieux truc. Et à l'époque, qui avait été créé par des députés, des prix Nobel, etc. Et que ça existe toujours. C'est une société savante. Et donc il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit à cet institut en disant, voilà, je suis un informaticien, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un bénévole pour développer des applications, etc. Et puis, en fait, quelques semaines plus tard, quelqu'un du comité directeur, un psychiatre en l'occurrence, m'a répondu, en disant oui, on a besoin de quelque chose. Voilà, donc j'ai développé avec lui pendant un an un logiciel qui traitait de la perception. Pour faire simple, c'est pas le terme qu'on utilise, mais pour faire simple, des protocoles à base fondés en fait sur la psychologie, les modèles de Jung. Et traitant, voilà, si je tire vraiment un gros trait de sujets qu'on pourrait appeler communément de la télépathie, par exemple, c'est-à-dire comment identifier, par exemple, des binômes, des couples au sens large, pour optimiser et pour bien mesurer plus finement ces idées en fait qui émergent dans les esprits des personnes au même moment, par exemple. Okay. Voilà. Et j'ai commencé avec ça, et en fait, ça a été pour moi un décollage très rapide parce que ce travail a porté ses fruits et puis ça m'a amené à faire une conférence internationale un an plus tard sur ce thème-là. Et puis on m'a proposé de rentrer au comité directeur de cette fondation et puis après j'étais directeur et puis des gens sont venus. Voilà, donc c'est ce qui m'a propulsé là-dedans avec un premier vrai projet dans ce qui est mon métier aujourd'hui en 2008, je crois, donc il y a 12 ans, où un responsable de labo du Muséum d'histoire naturelle à Paris, donc c'était un archéo et géologue, qui est venu nous voir et pour nous faire travailler sur un projet à la fois scientifique et pratique. Donc on va dire c'est de la R&D ou de la recherche appliquée sur un artefact, c'est-à-dire un objet qui a été trouvé en fouille en utilisant l'intuition. Et donc ça a été vraiment un gros déclenchement dans le changement de ma carrière, en fait. C'est-à-dire que je travaillais avec un archéologue dans cette fondation, monter des projets, et puis très très vite, en fait, des clients, entre guillemets, sont venus, des personnes intéressées par ce qui nous intéressait nous, c'est-à-dire prendre des protocoles qui sortent de labos, qui sont spécialisés justement dans l'intuition, pour les faire appliquer dans d'autres domaines. C'est-à-dire comment utiliser l'intuition pour répondre à des problématiques qui peuvent émerger dans la vie professionnelle de tel ou tel domaine, telle ou telle personne ou équipe. Sur des choses très concrètes, j'ai l'impression. Oui, c'est très concret. C'est vraiment, on doit bosser sur un produit, on vous dit pas ce que c'est, mais on dit pas aux intuitifs ce que c'est, mais on veut bosser sur un produit et on aboutit à une montre connectée avec tel design et telle fonctionnalité, quoi. Ouais. Donc le lien qu'on peut faire très simple, comme tu le dis, c'est la même chose avec cet archéologue qui vient, par exemple, qui est notre premier client, on va dire, qui a un objet trouvé en fouille et il ne sait pas exactement. Ils ont des informations dessus et il y a des choses qui leur manquent, qui leur paraissent importantes pour comprendre. Et donc là, on est décrire cet objet, décrire ses fonctionnalités, comment on l'utilise, à quoi ça sert, pourquoi il a été conçu, etc. Et moi, j'appelle ça de l'innovation inversée, c'est-à-dire que en fait, on recherche, on va faire de l'innovation, mais sur un objet qui a déjà été innové dans le passé, mais on ne sait plus comment il a été innové, on ne sait plus comment il a été créé et comment il s'est diffusé dans le monde de l'époque. Et donc, effectivement, l'exemple que tu donnes, c'est un exemple de projet qu'on a eu quelques années plus tard pour la direction de l'innovation de la Société Générale. On a fait, 25 ou 30 projets pour cette entité sur plusieurs années, bien sûr.
Et voilà, un jour, ils sont venus nous voir en disant, ben voilà, on veut créer une montre connectée. Alors à l'époque, ça remonte il y a peut-être 8 ans, hein, donc aujourd'hui c'est banal, mais à l'époque ça n'était pas. Ok, on sait qu'on veut faire ça, mais cette montre, on ne sait pas comment elle est au niveau du design. Les fonctionnalités, on en a quelques idées, mais on ne sait pas exactement. Les gens, comment vont utiliser cette montre réellement, parce que le public, forcément, détourne plus ou moins l'usage d'un objet, et c'est hyper intéressant de savoir, en fait, comment, pourquoi. Voilà, donc nous, notre travail, c'est de simplement dire qu'il y a un objet. Alors c'est là tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental, c'est que les intuitifs, donc les gens de l'équipe, ce qu'on appelle les intuitifs professionnels, parce que c'est exactement ça, c'est un job, vont répondre à cette problématique avec cette spécificité, c'est qu'ils ne savent rien de la problématique. C'est-à-dire, on sait simplement qu'il y a un objet mystère, par exemple, et puis on va créer cet objet mystère. Donc les couleurs, les formes, etc., etc. Comment on interagit avec cet objet, comment on l'utilise. Et donc on a en fait finalement au bout du compte un design. On a des matières, on a des couleurs, on a des formes, etc. Et puis on a les interactions, donc comment les gens l'utilisent, les fonctionnalités qui émergent. Donc on passe du sensoriel et après à du cognitif, quoi. Alors là, on avance déjà pas mal, mais cet exemple que tu donnes de la montre connectée, ça c'est une étape encore après de mon parcours et du parcours de l'entreprise dans laquelle je suis et que j'ai créé. C'est que cet exemple de montre connectée, ce n'est pas nous en interne chez Iris, donc Iris Intuition, c'est cette entreprise-là, qui est la nôtre, qui avons réalisé ce projet pour la Société Générale. Non, nous sommes allés à la Société Générale. Et on a travaillé on a passé une journée de créativité, on va dire, avec des collaborateurs, des collaboratrices chez eux, qui étaient en aveugle par rapport à la problématique, qui savaient juste que c'était un objet. Et à la fin de la journée, ils ont fait émerger cette idée que c'était une montre et comment elle était. Et comme dans cette journée, ils avaient pris aussi 2 designers, à la fin de la journée, on avait le design de la montre. C'est excellent. Voilà. Oui, donc en fait, on a balayé déjà pas mal. Non, donc en fait, ce que tu dis, c'est que l'Iris, entreprise que tu as fondée, qui est spécialisée dans l'application de l'intuition, en gros, s'appuie historiquement sur des intuitifs qui ont travaillé leur intuition, et s'appuie aujourd'hui aussi sur des personnes, sur des néophytes que vous formez, à qui vous apprenez les mécaniques de l'intuition. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les protocoles de labo, comme j'ai dit tout à l'heure, qui au début était fait pour montrer le phénomène intuitif, ensuite montrer les facteurs qui favorisent ce phénomène, les facteurs qui défavorisent, et donc au fil des décennies, surtout à partir des années 60, 70, 80, 90, il y a une méthode qui a émergé. Et donc cette méthode, nous on l'a utilisée, comme on vient de se dire. Et puis il y a une dizaine d'années, on s'est dit, mais pourquoi pas aussi former des personnes à cette méthode. Et donc aujourd'hui, voilà, pour le grand public, on donne à peu près une centaine de formations par an, donc c'est assez gros. Et puis aussi, bien sûr, en entreprise. Et au fil des années, il y a des entreprises comme l'ASG, comme je viens de dire, qui nous ont demandé finalement de faire un peu les deux en même temps. C'est-à-dire, dans une journée de créativité, d'expliquer aux personnes présentes comment être intuitif pour être plus créatif et innover, inventer quelque chose de nouveau. Et donc, c'est de la formation et en même temps, c'est clairement un but applicatif. On fait les deux en même temps. Donc, les gens sont formés sur une journée aux bases, on les accompagne et à la fin, il y a quelque chose de réel qui émerge. Et d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant cette période parce que la Société Générale louait un Fab Lab, une salle dans un Fab Lab, et donc ce qui fait qu'on arrivait un mercredi, on faisait un projet, à la fin on avait le design, etc. Et quand revenait le mercredi suivant, ils avaient fabriqué le prototype, et donc en arrivant à regarder les prototypes, des fois c'était des meubles pour les agences bancaires, ça pouvait être sur les distributeurs pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer l'ergonomie, des choses comme ça. Et donc quand on allait d'une semaine sur l'autre, des fois, assez souvent, on voyait des prototypes qui émergeaient, c'était vraiment sympa, fun. Et ce qui se passait aussi, c'est que les gens, comme les gens qui venaient participer, ils trouvaient ça très chouette aussi, et donc ils s'inscrivaient des fois d'une semaine sur l'autre, voilà.
super intéressant. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce que vous avez écrit. C'est la variété des projets sur lesquels vous travaillez. Ouais. Tu vois, là, tu viens de parler de montres connectées, on parlait d'un artefact archéologique dont il faut identifier l'origine. Ça part aussi dans la finance. Oui. On va dire l'amplitude, l'envergure des projets sur lesquels vous travaillez, elle est hyper intéressante. Et la chose, pour un néophyte comme moi, qui découvre l'Iris et le livre que tu as écrit sur l'intuition, ce que j'ai apprécié, ce qui m'a frappé et ce qui m'a donné envie qu'on passe un moment ensemble au micro de 42 minutes, c'est l'objectivité avec laquelle vous traitez la question. Oui. C'est-à-dire que académiquement, c'est assez solide, on comprend qu'il y a une démarche derrière et que tu vois, c'est pas réservé seulement à des créatifs, etc. Il y a une vraie méthodo, j'imagine, dont vous avez un peu hérité, que vous avez retravaillé depuis. Et c'est intéressant parce que on sent des bases, même si tout n'est pas expliqué, on sent quand même des bases intéressantes d'explication de comment tout ça fonctionne. Disons que l'objectivité vient du fait que l'intuition est une capacité objective. Donc là, on rentre un petit peu dans le détail, on va dire, mais souvent on dit tiens, il y a un lien entre intuition et émotion. Des fois, on confond, alors que ce sont deux choses distinctes. L'intuition n'est pas émotionnelle, elle est émotionnelle. Et il faut être hors de l'émotion, sinon ça nous pollue, en fait. Je ne suis pas en train de dire que l'émotion, c'est à mettre au panier, ou voilà, c'est plus complexe que ça. On va utiliser l'émotion tout en s'en détachant. Ensuite, la diversité des projets, le fait d'être... voilà, c'est académique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toute la manière de travailler et de se former provient de labos. Civil et militaire d'ailleurs. Et dans l'équipe, par exemple, moi je suis un ancien informaticien, Marie-Estelle Couval, avec qui j'ai coécrit le livre et qui est chargée du développement chez nous et de plusieurs formations, c'est une ancienne juriste d'entreprise. Dans l'équipe, il y a un ancien officier de renseignement militaire américain, des gens bien sûr qui ont un côté plus artistique, des comédiens, des choses, voilà. Donc c'est très varié et clairement il y a une colonne vertébrale qui est extrêmement procédurale en fait, méthodologique. Et ça c'est nécessaire pour être capable finalement de déclencher un flux de perception intuitif qui va pouvoir perdurer dans le temps. Donc c'est pas juste s'asseoir et attendre et puis pendant une minute avoir des infos. Non, c'est pas ça. Parce que déjà les infos qui arrivent, elles sont pas forcément intuitives, donc il faut savoir les identifier, celles qui sont intuitives et les autres. Toutes peuvent être intéressantes comme idée, sauf que si on se donne comme tâche d'avoir des intuitions, les autres on va les mettre de côté. C'est ça le truc. Et puis aussi c'est se questionner pour que le flux en fait, perdure le temps nécessaire. Parce que si on veut inventer un nouvel objet, c'est pas en 30 secondes qu'on va savoir comment est l'objet. Des fois, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, des fois, ça dure 6 heures. Il y a toute une dynamique, en fait. Et cette dynamique, c'est contrôler quelque chose qui est créatif par essence, puisque l'intuition, c'est le moteur de toute création, toute créativité. Et c'est là où on touche vraiment le principal, j'ai envie de dire, de cette démarche, de cette activité et de l'utilisation de cette capacité, c'est que l'intuition, elle est non rationnelle, par définition. Par contre, l'utilisation, faire usage de son intuition, c'est une activité qui est clairement très rationnelle. Donc finalement, on est dans une coopération entre deux capacités, deux outils que nous avons, qui est cette créativité intuitive, irraisonnée, qui est complètement ouverte, et qui nous permet justement d'apporter du neuf. Et puis cet outil de contrôle, de tri, de questionnement, d'analyse, de booster en fait, qui est notre intellect. Et ce qui se passe habituellement quand on utilise notre intuition ou quand on veut l'utiliser, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs, c'est que notre intuition, on l'interroge pour avoir des réponses. C'est ça le principe, apporter des informations sur telle ou telle problématique qu'on veut résoudre ou autre. Et donc l'intuition, on va l'embaucher, entre guillemets, on va la solliciter pour avoir des réponses. Le défaut, entre guillemets, qu'on a, nous, dans notre culture occidentale, c'est qu'en fait, on nous a inculqué depuis qu'on est petit d'utiliser notre intellect, notre raisonnement pour aller chercher des réponses. Sauf que quand on veut être innovant, ça marche pas ça, puisque la nouveauté peut pas être générée par l'intellect. L'intellect va arriver très vite à un seuil qu'il va pas pouvoir dépasser, puisque l'intellect est prisonnier, entre guillemets, de ce qu'il sait déjà. Donc, en fait, la grosse clé, c'est d'utiliser l'intellect, non pas pour aller chercher des réponses,
mais pour se poser les bonnes questions au bon moment, et c'est l'intuition qui va aller chercher les réponses. Donc c'est simplement éduquer, j'ai envie de dire, notre intellect à faire une nouvelle tâche dont il n'a pas forcément l'habitude, qui est je me questionne et je me pose la bonne question au bon moment pour avoir les bonnes réponses au bon moment. Voilà. Et la méthodo, en fait, elle est là-dessus. Et là, j'inclus, bien sûr, dans tout ça, le tri des infos. Parce qu'on va avoir des intuitions, on va avoir des émotions, on va avoir notre intellect qui va vouloir comprendre ce qu'on perçoit. Et c'est normal, c'est son job, d'une certaine manière. Sauf que quand il fait ça, vouloir comprendre ce qui est perçu, comme il n'a pas assez d'informations, il n'a pas toutes les infos, et en fait, il va se tromper assez souvent. Et donc, il va falloir utiliser notre intellect pour trier, identifier, est-ce que c'est de l'émotion, des opinions, jugement de valeur, de la perception, donc des intuitions, des interprétations, des projections. Et donc, en fait, notre intellect, quand on utilise notre intuition consciemment pour créer ou faire quelque chose, répondre à une problématique, notre intellect, il turbine mais à fond, en fait. Hein. Donc, on est très éloigné d'une démarche qui pourrait être je m'assois en tailleur, j'allume une bougie et j'attends, quoi. C'est très clair. Et oui, donc pour finir, je te coupe un petit peu, vas-y. pour rebondir sur ta première remarque ou question sur la diversité des problématiques et des projets qu'on peut avoir. En fait, c'est tout simplement dû au fait que l'intuition, c'est une capacité de perception et qu'elle est dégagée de toute contrainte. Donc, elle est dégagée elle ouvre, en fait. Et donc, elle est dégagée de tout domaine. Elle est dégagée de tout. A priori, souvent, on dit, oui, quand on est créatif, bon là, on est sur de la créativité, mais ça peut être sur de la prise de décision, etc. On peut y revenir tout à l'heure. On dit souvent, penser hors de la boîte, sortir de la boîte, etc. Ben, l'intuition, elle est déjà hors de la boîte, en fait. Pourquoi on travaille en aveugle, justement? Pour deux raisons. C'est que dès qu'on va s'alimenter d'informations, c'est le raisonnement qui va se déclencher. Donc ça va être compliqué, après, ça complique la tâche pour l'intuition. Donc moins on en sait, mieux c'est, comme on dit. Et ce faisant, si on part à l'aveugle, et c'est là où on rencontre de nouveau les protocoles scientifiques, c'est qu'on travaille en aveugle, automatiquement, il n'y a pas de boîte. La boîte n'existe pas. Donc en fait, automatiquement, on est hors de la boîte. Donc on se facilite la vie. Nous sommes des experts de l'intuition, mais on n'est expert en rien de tous les autres, tous les domaines dans lesquels on intervient. On n'a pas besoin du tout d'être expert. Par exemple, on n'est pas, même si, voilà, personnellement, je m'intéresse et je m'y connais un peu en archéologie, pour avoir travaillé des années avec des archéos et encore maintenant, je ne suis pas archéologue, très loin de là. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de faire des projets en archéologie en utilisant l'intuition. On fait du judiciaire, on fait de la finance. En finance, par exemple, dans l'équipe, personne, enfin, on n'y connaît rien. Néanmoins, on peut appliquer l'intuition dans ces domaines. Et ça, c'est parce que voilà, l'intuition, elle est détachée du contexte et on va la mettre en œuvre de telle manière à ce qu'elle soit clairement totalement détachée. D'accord. Parce que juste pour que tout le monde puisse bien comprendre, ce que tu appelles travailler à l'aveugle, c'est sans même savoir ce que tu cherches. Ouais, travailler en aveugle, en fait, c'est répondre à une question dont on ne connaît pas l'énoncé. Voilà, par exemple, si on revient sur ce que tu disais, la montre connectée, le client, lui, c'est-à-dire le bénéficiaire des informations, la personne qui a besoin des informations, elle sait qu'elle veut une montre connectée, mais elle est en aveugle par ailleurs sur comment elle est. Mais elle sait quand même que c'est une montre connectée, donc elle n'est pas tout à fait en aveugle. Mais les personnes qui vont intervenir en utilisant leur intuition pour faire émerger et créer cet objet, savent juste au maximum que c'est un objet. Donc on leur dit, voilà, bonjour, aujourd'hui on va créer, c'est un objet mystère, comment il est. Voilà, donc elles sont complètement en aveugle elles savent pas que c'est une montre, par exemple, et il faut pas, parce que si on rebondit sur ce qu'on disait à l'instant, si les personnes savaient que c'était une montre, ou encore pire, que c'était une montre connectée, tout de suite, et ça va être évident pour chacun ou chacune qui écoute, tout de suite ça enferme dans des a priori en fait. Et on veut surtout pas ça. Parce que nous, notre job, c'est la génération d'hypothèses. On a besoin de savoir des choses nouvelles, et donc on va se mettre en position d'oublier ou de ne rien savoir. Le plus simple, c'est de ne pas savoir. Oublier, c'est nettement moins évident. Donc l'idée, c'est de travailler sur une problématique dont on ne connaît rien. Voilà. Ok, écoute, ça me fait penser là, à un autre exemple qu'on a eu il y a à peu près un an. C'est un industriel du vêtement, des vêtements en laine, cachemire, etc. Donc des choses de luxe, on va dire, plutôt haut de gamme. L'objectif, c'était de décrire le vêtement qui va cartonner dans un an, par exemple.
le client type ou la cliente type. Et donc là, c'est la même chose. Quand on fait les projets avec les intuitifs, on va dire bonjour, c'est un objet mystère. Décris-nous l'objet mystère. Voilà. On ne dit pas que c'est un vêtement, on ne dit pas que le client, on ne connaît rien du tout. Et même moi, si je suis en interaction avec le client ou la cliente, dès que la personne appelle pour parler, je dis taisez-vous. Et c'est moi qui pose les questions. Et pour en savoir le moins possible, toujours la même chose, c'est moins on en sait, mieux c'est. Donc là, je finis ma tirade. Quand on est dans l'utilisation de l'intuition, la première chose à faire, c'est-à-dire dès qu'on a besoin d'informations, en fait, si on parle avec un vocabulaire très large, dès qu'on a besoin d'informations, on a une problématique. Alors, une problématique, c'est pas forcément un problème, c'est une problématique. On a besoin d'informations. On a pour habitude de déclencher notre intellect, notre raisonnement, pour résoudre la problématique. L'idéal, c'est dès qu'on prend conscience qu'on a besoin d'une info, c'est d'arrêter l'intellect dans la recherche de réponses possibles et d'utiliser notre intuition, d'ouvrir notre intuition, de la questionner pour avoir des informations et seulement après déclencher notre intellect. Alors, c'est qu'on a les deux outils, mais le premier qui vient, si on veut des choses pertinentes, ouvrantes, nouvelles, qui nous sortent du piège dans lequel on est, on va dire, parce que si on a besoin d'informations, c'est qu'on est pris quelque part, on est un peu enfermé, et bien, ça va être de déclencher notre intuition et seulement ensuite d'utiliser l'intellect. Ce qui n'est pas du tout la logique occidentale, en effet. Ouais. Non. Là, il faut qu'on passe à la partie d'après, déjà parce que le temps file, et surtout parce qu'on commence à rentrer un peu dans le détail. Mais je t'ai pas encore demandé de nous définir simplement, avec justement, t'as une telle connaissance du sujet que tu vas pouvoir répondre simplement à des questions complexes. C'est-à-dire quelle est la définition selon toi de l'intuition, par exemple? Alors, déjà, je vais enlever selon toi, parce que moi, pourquoi j'aurais un avis? D'ailleurs, je n'ai jamais d'avis. Un intuitif n'a jamais d'avis. Okay. On est factuel. Ce qu'on disait tout à l'heure, on est objectif. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le dictionnaire. Et en plus, on a la chance, d'une certaine manière, c'est que le français est défini, voilà, il y a une académie, tout ça, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc, on ouvre le dictionnaire et on regarde, et le dictionnaire, il nous dit que l'intuition, en fait, c'est une capacité qui apporte de la connaissance sans faire appel au raisonnement ou à l'expérience. Voilà. Okay. C'est ça la définition. Et on peut regarder dans tous les dictionnaires, en substance, c'est la même définition. Donc, en fait, cette définition, elle est une opposition au raisonnement. Donc l'intuition, c'est de l'anti-raisonnement ou du non-raisonnement, avec cette particularité commune entre ces deux capacités, c'est que ces deux capacités nous fournissent de l'information, de la connaissance. Tout l'enjeu est d'apprendre à utiliser les deux à bon escient. Oui, ensemble, c'est ça. Ok. Parce que quelqu'un qui serait que dans l'intellect, en fait, ne pourrait jamais être créatif, serait prisonnier de son passé, en fait, de l'expérience, comme on dit. Et quelqu'un qui ne serait que intuitif serait une personne, un être purement réactif et qui n'aurait pas conscience d'exister. Bon, là, on commence à toucher d'autres choses. Mais non, mais j'allais te demander, dans les grandes lignes, à quoi sert-elle? Mais ce qu'on peut en imaginer, c'est qu'elle sert justement à apporter ce que l'intellect ne peut pas apporter parce qu'il est limité par l'espace, le temps et notre propre connaissance. Oui, c'est une façon de voir qui est pragmatique. On peut aussi retourner le gant, qui est que l'intellect qui est apparu chez l'être humain après, ça on le sait, est un outil qui va nous permettre d'utiliser consciemment notre intuition. D'accord, donc le mode par défaut est le mode intuitif et l'intellect... Oui, clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Intéressant, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui on pense l'inverse. Clairement. Oui, bah c'est un des travers de notre culture actuelle en Occident. Mais c'est facile je pense que tout le monde comprend. On sait, chacun sait plus ou moins que voilà, les animaux sont dotés d'intuition, mais tous les animaux ne sont pas dotés d'intellect. Donc ça c'est une évidence pour tout le monde. Donc si je prends un poisson ou si je prends un ver de terre, dire qu'un ver de terre a un intellect, non, ça tient pas du tout quoi. Il a une façon de fonctionner, mais c'est pas du raisonnement tel qu'on l'entend. Voilà. Néanmoins, un ver de terre a de l'intuition. C'est une évidence. C'est montré scientifiquement et je pense que tout le monde peut comprendre ça. Les animaux, peu importe leur domaine ou leur milieu de vie. Leur niveau, entre guillemets, mais des grosses guillemets, niveau d'évolution, ont de l'intuition, mais pas forcément de l'intellect. Donc, obligatoirement, l'intellect est venu après.
Et ça nous emmène au cœur du sujet. Ce podcast s'adresse à des personnes qui sont en recherche de, pas forcément du bon boulot, ça va au-delà de ça, mais d'une vie, notamment professionnelle, dans laquelle on se sent équilibré, à sa place et heureux, et en paix. Ouais. En paix avec soi-même et on se sent contribuer dans ce qu'on peut apporter de meilleur au monde parce qu'on a trouvé un peu sa voie ou une voie qui nous convient, sans être trop présomptueux sur la notion de vocation et tout ça, mais juste on cherche des clés pour essayer de trouver sa place pour chacun. Ça paraît évidemment complètement logique que l'intuition est une super clé, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de ça pour des personnes qui se disent voilà, je cherche ma place, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire, ou alors j'ai un choix à faire, je ne sais pas lequel est le bon. Que peut apporter l'intuition à nos auditeurs qui sont en plein cheminement, en plein discernement ou en plein questionnement? Oui, alors le questionnement vient du fait qu'on s'appuie sur l'intellect. L'intuition, elle a déjà l'information. Donc l'incertitude ou le trouble ou le questionnement vient du fait qu'on se dit je vais trouver une réponse en utilisant mon intellect. Donc avoir conscience de ça. Et avoir conscience que l'intuition, elle sait déjà. Alors, on peut me croire sur parole ou pas. Ce que je peux dire, c'est que scientifiquement, on le sait, c'est montré. Simplement, on peut déjà commencer, pourquoi pas, en se disant, bah tiens, c'est une posture d'esprit que je vais adopter. Et là, cette posture d'esprit, c'est, ok, j'ai confiance en moi et je sais que je sais. Je ne sais pas comment ni pourquoi je sais, mais je sais. Donc, imaginons, voilà, on se positionne dans ce contexte qui est, je voudrais changer de boulot, ou je veux aller vers quelque chose qui n'est pas forcément la même chose que le même contexte ou le même milieu qu'aujourd'hui. L'intuition, elle sait déjà. Hein, c'est pas forcément conscientisé. Là vient la problématique, c'est qu'on sait des choses, mais on ne conscientise pas tout. Ça, je pense qu'aussi, c'est une évidence un peu pour tout le monde. Donc, avoir conscience de ça. Parce que déjà ça apaise. Si je sais que je sais, même si je ne sais pas encore consciemment, mais je sais que je sais. C'est pas la même chose que de se dire je ne sais pas. Et donc je sais que je sais. Par contre, je n'ai pas encore conscience forcément. Et puis voilà. Après, c'est comment je fais pour avoir conscience de ce que je sais déjà. C'est en fait la vraie problématique, c'est comment je fais pour avoir conscience de ce que je sais déjà. Donc la première chose, c'est l'intuition sait. Donc ayez confiance en vous. Et là, ce qui va se déclencher, c'est à partir de cette prise de conscience, c'est de plus en plus de prise de conscience. Alors que même si on n'est pas un technicien de l'intuition, j'ai envie de dire, l'intuition, elle arrive à la conscience aussi de manière spontanée. C'est-à-dire que des fois, à la conscience, il y a des idées qui arrivent, qui sont intuitives, des ressentis qui sont intuitifs. On les a pas forcément commandés, convoqués à volonté, etc. Et puis, ça arrive. Et là, plutôt que de se dire ce qu'on fait souvent par défaut, tiens, cette idée, oula, c'est quoi ce machin, hop, je filtre, je censure, j'oublie, je masque, etc. Pour plein de raisons, c'est de choper cette info et de se dire, ok, cette info, peut-être c'est une info intuitive, peut-être qu'elle est valide, et de la regarder en face, en fait, de l'observer pour ce qu'elle est, ou à minima ce qu'on croit qu'elle est. Et ça, c'est peut-être un petit indice pour avancer. Voilà. Donc, de considérer une information et de l'utiliser. Plus on va faire ça, c'est-à-dire plus on va se faire confiance et plus on va prêter attention à ce qui nous vient, plus l'intuition va émerger consciemment, spontanément. Donc c'est simplement observer les choses qui arrivent en nous, et puis petit à petit. Et donc on va petit à petit prendre conscience de plus en plus de choses, et tu as utilisé le mot chemin, pourquoi pas, tout le monde comprend aussi, c'est adéquat, finalement on va avoir comme si ça nous mettait des petits cailloux, mais devant nous en fait. C'est le petit poussé mais inversé quoi. C'est-à-dire qu'on a, comme l'intuition elle sait déjà, en avance de phase, on va dire ça, et bien en fait elle peut nous placer des petits cailloux qu'on peut suivre pour arriver à destination, et là on ne connaît pas encore forcément la destination. Mais encore faut-il regarder, observer et prendre les petits cailloux. Donc l'enjeu c'est de ne pas rejeter les idées, les pensées, les choses qui viennent. Oui, alors je dis pas qu'il faut être naïf ou voilà, mais surtout qu'il peut y avoir des idées qui peuvent sembler bonnes, qui peuvent sembler intuitives, mais qui sont des projections ou liées à de l'émotionnel. Donc voilà, être attentif.
C'est-à-dire prendre l'information, en prendre conscience, se dire tiens, cette info, elle est peut-être valide, elle est peut-être très intéressante et je peux peut-être l'utiliser. Et puis ensuite, cheminer par rapport à ça, plutôt que de se dire oula, c'est quoi cette idée? Parce que quand on veut changer de contexte, donc si on se remet dans un contexte par exemple, entreprise, de boulot, etc., clairement le boulot qui entre guillemets nous convient, dont on rêve, après on peut mettre tous les qualificatifs qu'on veut derrière, mais le boulot que je fais dans un an, par exemple, il peut être extrêmement éloigné du boulot que je fais maintenant, et il peut même ne pas du tout correspondre au diplôme que j'ai, ou être complètement novateur par rapport à ce que je peux imaginer jusqu'à maintenant. Donc si je rejette cette idée qui est en fait géniale, mais si je me focalise sur qui je suis maintenant et mon passé, automatiquement je vais la rejeter en fait, puisqu'elle sort de la boîte. Alors j'essaie de résumer trois points que tu nous dis qui me paraissent importants. Oui. Ouais. Et tu m'arrêtes bien sûr si je déforme tes propos. Mm-hmm. La première chose, c'est de prendre conscience que le mode par défaut, c'est le mode intuitif et que l'intellect ne peut pas être la bonne porte d'entrée puisque limité par ce qu'on connaît. Or, on cherche quelque chose qu'on connaît pas encore. Voilà. Deuxième info que tu nous donnes, c'est au fond, la réponse, on l'a déjà. L'intuition, ouais. Là, mais on n'en a pas forcément conscience, donc on peut se déstresser un goût en se disant l'enjeu, c'est juste que je trouve où est cachée cette réponse en moi, entre guillemets. Mais que la réponse, je l'ai. Mm-hmm. Et le troisième, je viens de l'oublier en essayant de reformuler ce que tu viens de nous dire. D'être attentif et de garder les choses et de les traiter. Oui, en fait. Oui, de ne pas laisser les pensées rationnelles limitantes et invalidantes, on va dire, ou validantes, j'imagine même, interférer trop lourdement sur toutes les pensées qui viennent quand on chemine, quoi. Oui, c'est-à-dire prendre toute information qui arrive et la sous-peser, j'ai envie de dire. Et alors après ça, voilà, il y a de la méthodo, il y a plein de clés, etc. Mais ne serait-ce que de l'observer, de l'apprendre, de la considérer et de commencer à cheminer vers ça et de voir ce que ça donne, voilà. Puisqu'on va mettre de côté la pensée rationnelle dans un premier temps, tu la soupèses à la lumière de quoi, cette pensée intuitive? On rentre dans de la méthodo ou pas. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de faire. Soit on va utiliser l'intellect, soit on va utiliser l'intuition. En fait, l'idéal, c'est d'utiliser les deux, bien sûr. Mais par exemple, si on utilise l'intellect pour trier l'information, si une information sort totalement de l'ordinaire et qu'à la limite, on aurait envie de la rejeter parce que ça colle pas, c'est plutôt un très, très, très bon signe. C'est-à-dire que là, on a été créatif. Parce que si c'est pour se dire tiens je veux changer et puis qu'on est content, qu'on est ravi que des idées déjà qui collent avec ce qu'on connaît, etc. Bon, c'est pas très intéressant en soi d'un point de vue pratique, ça fait pas très avancé, et puis surtout c'est que c'est très probablement notre intellect qui est à l'autre bout du fil. Tandis que quelque chose qui est vraiment novateur, une génération d'hypothèses, on n'y avait pas pensé jusqu'à maintenant, ça sent plutôt bon l'intuition. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse intellectuelle de la situation. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que je connais ou est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'a priori je voudrais, etc. Okay. Et puis ensuite, on peut utiliser l'intuition, ou en tout cas faire au mieux pour utiliser notre intuition pour valider cette information. Alors, techniquement, on appelle ça le ressenti feedback. Tout le monde a vécu ça. Tout le monde a vécu ça plusieurs fois dans sa vie, surtout parmi les auditeurs auditrices qui sont dans des positions où il y a des décisions à prendre, ou dans l'urgence ou de l'incertitude, où il y a des contraintes. On va appeler ça le ressenti des tripes, etc. Enfin, il y a plein de façons de manifestation de cette information intuitive par du ressenti interne. Donc, imaginons, on a une idée qui arrive et on se dit, tiens, est-ce que c'est intuitif ou pas? Et donc, on va se poser cette question. Est-ce que c'est intuitif? Et notre corps, au moment où on se pose cette question, il déclenche un ressenti. Et ce ressenti, il est différent si c'est oui ou si c'est non. Et donc l'idée, là on rentre dans un nouvel apprentissage, mais il est plus simple que vraiment comment je trie, etc., les infos cognitives. Mais c'est prendre conscience petit à petit, en faisant cet exercice-là de ressenti feedback, quel est le ressenti que mon corps me donne quand c'est oui, et versus quel est le ressenti que mon corps me donne quand c'est non.
Même si vous n'êtes pas certain ou certaine, etc., peu importe, utilisez cette info. Tiens, ouais, ok, je me pose cette question par rapport à cette info que je viens d'avoir. Elle me parle pas, mais bon, allez, je mets ça de côté, le fait qu'elle me parle pas. Est-ce que cette info est pertinente? Est-ce qu'elle est intuitive, etc. Et le corps génère quelque chose. Si le ressenti que vous avez, par exemple, alors il y a 1000 possibilités, mais donnons un grand classique, c'est léger. Ça fait vibrer chaud, léger, ça me fait porter vers l'avant, etc. Ça, très souvent, ça va être associé à oui. Si tout d'un coup, je sens plutôt que je suis pesant, que ça me rend plutôt inerte, que ça peut me nouer ou me tordre au niveau de l'estomac ou des intestins, etc. Qu'au niveau de la poitrine, ça m'appuie plutôt que de me tirer. C'est des ressentis internes, c'est du kiné. Là, je parle pas d'émotionnel, je parle vraiment de ressentis internes. Donc là, ça serait plutôt non. Et en fait, en faisant ça, c'est toujours observer ce qui se passe. Vous allez assez vite calibrer. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à votre ressenti intuitif, calibrer si l'idée que vous venez d'avoir, elle est intuitive ou pas. Et ces réponses physiologiques à l'intuition sont les mêmes? Est-ce que quelqu'un qui réussirait à identifier comment son corps réagit et qui retrouve une réaction quelques mois plus tard ou quelques jours, quelques semaines, c'est des choses qui évoluent ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui est à peu près stable, tu vois? Ouais, c'est ce qu'on veut en fait. L'intuition, elle répond en fonction de ce qu'on veut. Okay. Donc on lui dit, je veux que tu me répondes toujours de la même manière. Il va faire ça. D'accord. C'est exactement pour c'est quand on utilise notre corps. Si je veux prendre un objet avec ma main, je dis que je veux toujours prendre l'objet avec ma main droite, sauf si jamais ma main droite elle est occupée, parce que je suis droitier, je vais pouvoir utiliser la main gauche, mais je sais que si j'utilise ma main droite de telle manière, je suis plus efficient, plus efficace, j'ai plus de ressenti, etc. J'utilise ma main droite. Voilà. Donc je dis à mon corps. Et c'est piloté par mon cognitif, par mon intellect. Quand je prends un objet, j'utilise ma main droite et je fais tel ou tel geste dans tel ordre. Alors au début, quand on est gamin, tout petit, c'est pas évident, on tombe, on sait pas, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, c'est tellement évident pour nous qu'on n'y pense même plus en fait. C'est une compétence qui est devenue inconsciente. C'est exactement la même chose. C'est tout pareil. Donc on dit, je veux que mon intuition me réponde toujours de la même manière. Et puis si un jour on se dit, je veux que ça me réponde d'une autre manière, instantanément, elle va changer de voie d'expression, de manière d'expression. Super intéressant, merci. Ce que je viens d'expliciter là, c'est ce qu'on appelle communément le pressentiment. Et c'est montré en labo depuis 25 ans. Il y a des méta-analyses. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 45 ou 50 experts de ce type dans différents labos, dans différents pays du monde, etc. Donc on est face à un phénomène qui est extrêmement solide d'un point de vue de son observation et de son utilisation. Tu as déjà répondu pas mal à ma troisième et dernière question, qui était comment on peut mettre en pratique l'intuition quand on cherche sa voie, quand on cherche un job, quand on veut prendre les bonnes décisions. Tu as déjà donné pas mal d'éléments. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'un point de vue vraiment très concret, tu vois, des conseils pour utiliser ton intuition au quotidien ou dans le cadre de la recherche professionnelle? Ouais, on a deux moyens d'accès, on va dire, deux moyens de s'interroger. Là, on a surtout parlé de validation d'informations. Alors, est-ce que, imaginons, j'ai une idée ou j'ai une proposition qui arrive ou sur mon chemin là, j'ai deux choses par exemple. D'accord. J'ai deux possibilités. Oui, ok. Imaginons qu'on est là. Est-ce que c'est plutôt celle-ci ou plutôt celle-là? Ok. Là, on va plutôt utiliser le pressentiment, on va utiliser l'intuition du corps, comme on dit. Par ailleurs, il y a une méthode, il y a une autre voie qui est encore plus intéressante, on va dire ça, parce qu'elle va permettre vraiment de la génération d'idées. C'est est-ce que c'est cette voie-ci ou cette voie-là? On est dans une question qui est fermée, par définition, mais on peut clairement s'interroger avec des questions ouvertes. C'est-à-dire de dire, tiens, le job que je fais ou l'activité que je fais dans un an, ça peut être 6 mois, dans 2 ans, après ça c'est chacun qui met son curseur, le job que je fais dans un an, il est comment?
Si je me pose cette question-là, c'est une question qui est par définition ouverte. Et en fait, là, on va aller interroger, on va aller taper, si j'ose dire, dans des intuitions qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressantes, en fait. Déjà, voilà, l'intuition va se manifester de manière multisensorielle et de manière cognitive. Donc, de se dire, tiens, je me vide de tous mes a priori, on va faire simple. Je mets de côté les émotions, les peurs, etc. J'accueille ce qui vient et après je traite. Ok, mais déjà, je m'interroge et je suis ouvert. L'activité professionnelle principale que je pratique ou que je fais dans un an d'ici maintenant, elle est comment? Ok, je perçois que c'est vertical, que je suis à l'intérieur de quelque chose, il y a de l'horizontal, etc. Tiens, je perçois quelque chose qui ressemble à des murs, je perçois de l'activité, il y a 2-3 autres personnes, tiens, je discute avec elles, etc. Et c'est là où on va déclencher en fait le flux d'idées, en se posant ce type de questions. Ça donne de l'info. Pardon. Ce que j'en ai compris en découvrant ton livre et la méthode que vous y proposez, c'est qu'en gros on essaie de mettre des adjectifs pour décrire, pour répondre à cette question. Le boulot que je fais dans un an, on essaie d'y répondre comment? Oui. En fait, une des clés, c'est de penser et de s'exprimer en adjectif. Pourquoi? Parce que la description de perception, c'est encore dans le dictionnaire, la description, etc., est déjà de base sensorielle, ça se fait en adjectif. Parce que si on se dit c'est comment, alors là, oui, tu pointes une clé majeure, c'est comment, se poser cette question, c'est déjà une clé. Et c'est une clé pourquoi? Parce que ça ouvre, et si on se dit c'est comment, on va avoir des informations qui vont être perceptives, intuitives, très majoritairement. Tandis que l'intellect, lui, il découpe le réel, il est enfermant. Donc lui, il répond aux questions c'est quoi, ou pourquoi, ou qu'est-ce que. Donc en se posant des questions c'est comment, mais si on répond à ces questions, on va avoir des adjectifs. C'est comment? C'est rectangulaire, c'est lumineux, c'est rose, c'est rouge, c'est marron, c'est odorant, c'est actif, c'est animé, c'est humain, c'est technologique, etc. Tout ça, c'est très probablement des intuitions. Si on a, on va dire, un minimum d'expérience, un minimum de confiance en soi, tandis que l'intellect, lui, va vouloir découper, va vouloir comprendre, va vouloir mettre des étiquettes. Donc il va dire ah ok c'est un bureau, d'accord, t'es en ville, ok, non tout ça c'est des noms communs et ça on va mettre de côté. Ça c'est l'intellect qui cause. Voilà. Donc le questionnement, on revient dessus, c'est très important et le tri est un questionnement sur les réponses qui viennent et comment elles sont venues par rapport à la question qu'on s'est posée. On retombe sur ce qu'on s'est dit plusieurs fois. L'intuition elle sait. Et si je pose une question genre c'est comment la couleur du lieu où je travaille dans un an, si j'ai rose ou c'est marron, etc., ça répond à la question que je me suis posée. Okay, donc c'est probablement mon intuition qui répond. Tandis que si ça me dit tiens c'est un bureau et tu fais de l'informatique, ça répond à rien à la question que je viens de me poser. C'est pas une réponse à la question que je me pose là. Donc cette information elle est fortement douteuse et très frelatée. Okay. C'est ça l'idée. Donc c'est de la pure logique en fait. Hein. Ouais c'est très méthodologique en tout cas. Oui, encore là on flirte tout simplement, mais oui c'est. Donc, si j'essaie de résumer encore une fois ce que tu nous dis, il y a des questions qu'on peut se poser qui sont des questions binaires. Je prends ce job, je le prends pas. Je déménage pas. Là, une piste que tu proposes, c'est d'écouter son gut feeling, quoi, de voir ce que dit le corps. Oui. Il y a des décisions un peu plus pas plus complexes, mais où il y a plus de choix possibles. On n'a pas forcément les mêmes, on connaît même pas encore vraiment la question qu'on se pose. Donc là, on est plus en avance de phase, en fait. Et donc, dans ces cas-là, toi, tu proposes de se mettre au calme et de se demander de se projeter dans une certaine situation. Oui, exactement. Et de se dire, elle est comment cette situation, en la décrivant sans essayer de l'expliquer, mais de la comprendre et de la catégoriser. Simplement d'écrire et de percevoir exactement comme on faisait quand on était enfant, quand on découvrait le monde, en fait. À l'aveugle. Ou presque. Sans comprendre ce qu'on découvre, quoi. Il faut surtout éviter de comprendre. D'accord. Comprendre, on le fera après. C'est nécessaire de le faire, mais c'est après.
C'est là où on revient sur cette complémentarité entre intuition et intellect. Mais chacun fait son job. C'est l'intuition qui apporte l'information et c'est l'intellect qui l'analyse et qui l'utilise. Voilà. Tu nous as pas mal parlé aussi de tri, de filtre. C'est-à-dire que, oui. Naturellement, en faisant ça, j'imagine que des pensées viennent, des idées viennent, intuitives ou non. Oui. J'imagine que ça prendrait plus de 2 minutes de nous dire comment on fait le tri, mais est-ce que tu peux nous donner un peu un ou deux conseils quand même pour essayer de s'y retrouver dans ce qui ressort? Oui, alors déjà, c'est s'interroger, commencer à s'interroger au niveau sensoriel, et ensuite, le reste arrive tout seul, et le reste, en fait, ça va être du spatial, qui est toujours sensoriel, mais qui est plus complexe, et puis après, le cognitif arrive. Donc les actions, les activités, tout ça, ça vient après, puisque la perception fonctionne comme ça. On perçoit le monde sensoriellement, et ensuite, ce qui est conceptuel, abstrait, arrive. Donc si on s'interroge dans ce sens-là, ça va bien fonctionner, dans l'autre sens, ça ne va pas fonctionner. Donc déjà ça, c'est une sorte de tri en amont sur les types d'informations qu'on veut avoir. On va se poser une question. Donc sensorielle, comment est la couleur, comment est l'odeur, comment est ceci, cela. Si on a une information qui arrive et qui ne correspond pas à la question qu'on s'est posée, on va la mettre de côté. On va garder que ce qui répond à la question qu'on s'est posée. Si par ailleurs, on peut avoir des émotions, par exemple, ou des jugements de valeur, dire « Ah, je me sens bien quand je suis dans cet endroit où je travaille dans un an. » Ça, on s'en fiche. C'est piégeux, on va mettre ça de côté. C'est pas parce qu'on se sent bien quelque part, parce que voilà, les opinions, les émotions, tout ça, ça change au gré des heures, des journées, de qui on est à ce moment-là, etc. On sait que voilà, on change d'avis comme de chemise, mais la situation, objectivement parlant, elle change pas. Forcément, ok. Oui. Donc Attends, je vais pas te couper, mais juste pour essayer de raccrocher les wagons, on essaie de retrouver quelque chose qu'on sait déjà. Oui. Tu veux savoir, tu sais où tu seras dans un an, mais tu veux savoir. Oui, on le sait. Ouais. C'est la posture. Après que l'auditeur ou l'auditrice me croit sur parole ou pas, voilà. D'ailleurs, il vaut mieux douter de ce que je raconte. Mais l'idée, c'est d'avoir cette posture d'esprit. Parce que sinon, on peut même pas démarrer la démarche. Avoir cette posture d'esprit, sinon ça n'aura aucun sens. De se dire, ok, je sais comment c'est où je travaille dans un an, et c'est comment. Être un minimum au clair par rapport à ça et cette posture d'esprit et voir comment ça émerge. Et puis voilà, si ça répond à la question, on va garder. Si ça ne répond pas à la question, on va mettre de côté. Ça, c'est l'intellect. Et si on a des émotions ou des opinions, ce qui va arriver, si effectivement on perçoit quelque chose, ça va arriver. Donc c'est un signe qu'on est bien en train de percevoir intuitivement quelque chose, le fait d'avoir des émotions et des opinions. Néanmoins, il va falloir mettre de côté, parce que ça déforme la réalité. On peut tout à fait adorer le job dans lequel on est, ça arrive, je pense, à tout le monde tous les jours, et néanmoins avoir des moments dans la journée où clairement on n'a pas envie de faire telle ou telle tâche parce que ce truc-là, ça nous embête maintenant. Donc on peut tout à fait se dire, là, je suis pas bien, j'ai pas envie de faire ça, mais ça c'est un moment, c'est juste une petite tranche d'une activité globale qu'on adore. Donc les émotions, faut bien faire attention. Et donc on va mettre de côté, identifier ses émotions, ses opinions, mettre de côté, se poser une nouvelle question et on avance. Et on va se retrouver, on va dire, avec un bouquet d'éléments sensoriels qui définissent ce qu'on veut trouver, qu'on sait déjà. Et c'est sur cette base-là après qu'on va travailler. Disons qu'ensuite, quand on aura suffisamment de sensoriel, naturellement, parce que le processus de perception fonctionne comme ça, naturellement, on a des idées conceptuelles qui arrivent. C'est-à-dire qu'on va sortir du sensoriel. Il faut apporter du sensoriel pour que ça ouvre la perception, le canal, entre guillemets. Et ensuite, on a des concepts, des actions, des activités qui arrivent. Parce que c'est sûr qu'avec le sensoriel, souvent, ça ne sera pas suffisant. Mais voilà, c'est ce que je disais, si on commence à percevoir comment est l'environnement, etc., naturellement, il n'y a pas d'effort à faire, naturellement, vont arriver des choses, genre, tiens, je me déplace, je bouge, oh, il y a des personnes, c'est humain, c'est... Voilà, je sais pas, c'est technologique, ou c'est agricole, ou c'est industriel, ou c'est... tous les domaines qu'on peut imaginer, c'est artistique, etc. Ça va venir tout seul.
Oui, on est entraîné depuis notre naissance à conceptualiser du coup. Oui, ça fait partie de... C'est quelque chose qu'on a développé et qui est naturel. Ok. Voilà. La petite question pour la fin, c'est quel défi tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui veut avancer dans son projet en utilisant son intuition? Ouais. Alors on va partir sur les idées qu'on a déjà élaborées. Le défi, c'est il y a une situation qui est une situation cible, qui est l'énoncé est commun à tous les éditeurs et auditrices. Néanmoins, ça va être différent pour chacune. Et l'idée, c'est voilà, je définis une situation qui est la vôtre à un moment donné, dans le futur. Percevez, vivez, décrivez cette situation. Donc ça, c'est la problématique cible que je vous donne. C'est une situation qui sera vôtre dans le futur. Percevez intuitivement, décrivez cette situation. Et voilà, après, vous pourrez avoir... Alban mettra un petit lien qui vous donnera en fait l'énoncé exact et donc la solution entre guillemets de cette situation. Et la première chose à faire, comme on est dans un contexte entreprise, vie professionnelle, etc., mettez de côté cet a priori. Parce que c'est de se dire ah bah tiens, Alexis là il est en train de me proposer peut-être de décrire le job que je fais dans un an. Peut-être pas. Donc mettez de côté ces idées a priori, détachez-vous de tout. Et comment est cette situation que vous allez vivre dans un certain temps. Voilà. Ok. Et tu nous en dis pas plus, bien sûr. Non. Évidemment. Merci Alexis, c'était super intéressant. Merci à toi Alban. Bonne continuation, bonne recherche sur ce que tu as entrepris. Bonne découverte et fun sur cette petite problématique posée sur la situation intuitive. À tout le monde. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs.